Parfait. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Andréane Courtemanche et je suis candidate au doctorat en travail social à l'UQAM. Je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire intitulé Initiation du cannabis chez les adolescents, rôle des amis qui consomment du cannabis, de l'accès au cannabis et des perceptions sur les risques associés à la consommation de cannabis. Ce webinaire est une présentation en fait de l'Axe santé mentale des populations du RRSPQ ainsi que du réseau Calaxia. Donc, le RRSPQ a été créé en 2014. Il regroupe plus de 150 membres, étudiants, chercheurs et associés provenant de plusieurs milieux et qui travaillent sur des thématiques diversifiées. Il a pour but de favoriser la recherche en santé mentale des populations, l'avancement et le partage des connaissances dans une visée de prévention, de traitement et d'optimisation des services. Pour ce faire, il offre à ses membres des opportunités de financement par le biais d'initiatives structurantes et différents concours pour chercheurs et étudiants, ainsi que des opportunités de rayonnement de leurs travaux, comme c'est le cas avec le webinaire qu'on va avoir aujourd'hui. Quant à lui, le réseau Calaxia est un réseau mettant en valeur les connaissances en lien avec la santé mentale des populations auprès de publics diversifiés comme les gestionnaires ou les professionnels en santé et en services sociaux et des milieux communautaires. Cette mise en valeur se fait notamment par des dossiers thématiques, des webinaires, des publications brèves et des ressources en ligne. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter leur site web et leurs médias sociaux. Donc, avant qu'on débute aujourd'hui, j'ai quelques petites indications à vous donner. Donc, tout d'abord, la séance d'aujourd'hui est enregistrée et sera disponible d'ici quelques jours sur les chaînes YouTube de l'Axe santé mentale des populations et du réseau Calaxia. Tout au long de la présentation, on vous encourage à noter vos questions dans le module questions et réponses que vous pouvez trouver au bas de l'écran parce que après la conférence, il y aura une période d'échange avec la conférencière. Certaines informations complémentaires vont être à votre disposition dans la section, dans le module de clavardage. Puis si vous avez toutes questions, dont des questions techniques, vous pouvez les inscrire justement dans le module clavardage et Armelle, qui est la coordonnatrice de l'Axe, se fera un plaisir de vous répondre. Donc, sans plus tarder, je vous présente notre conférencière d'aujourd'hui, la professeure Marie-Pierre Sylvestre. La professeure Sylvestre est une biostatisticienne qui s'intéresse à la modélisation longitudinale de l'utilisation de substances et de santé mentale. Elle est membre fondatrice de Selfie, une coalition sur les études de parcours de vie pour supporter les interventions et l'évaluation en santé publique. Donc, Marie-Pierre, à toi la parole. Merci beaucoup. Je vais partager ma présentation. Est-ce que tout le monde voit la présentation dans le bon mode? Oui. Donc, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très heureuse aujourd'hui de présenter des résultats préliminaires d'une analyse qu'on est en train de faire. Et donc, tous vos commentaires, questions seront évidemment les bienvenus pour faire avancer ce projet-là. C'est un projet qui s'intéresse à l'initiation du cannabis chez les adolescents. On veut mieux comprendre le rôle des amis qui consomment du cannabis dans l'initiation pour l'initiation du cannabis chez les jeunes et particulièrement les processus qui passent par la perception du risque quant au cannabis, mais aussi l'accès au cannabis. Et le travail que je vais présenter aujourd'hui, c'est en collaboration avec plusieurs collègues, dont Laurence Boulanger et Mounia Naja, qui sont dans mon équipe de recherche, mais aussi Isabelle Doré, qui est professeure à l'École de kinésiologie et des sciences de l'activité physique à l'Université de Montréal. Donc, commençons en regardant des données très récentes de l'enquête québécoise sur le cannabis de 2021 et 2022. Donc, la première chose qu'on remarque, c'est que depuis 2018, la proportion de gens de 15 ans et plus qui ont consommé du cannabis dans la dernière année, elle est en hausse. On a gagné 5 points de pourcentage depuis 2018 pour se situer à 19 % en 2022. Si on regarde maintenant pour les jeunes de 15 à 17 ans, qui sont les plus jeunes qui sont étudiés par l'enquête québécoise sur le cannabis, c'est l'inverse. On est passé de 22,3 en 2018 à 18,5 % en 2022 pour la prévalence d'utilisation de cannabis dans la dernière année. Mais il reste que, même si on a une tendance à la baisse, 18,5 %, c'est quand même relativement élevé.
Donc, si on regarde au niveau de l'approvisionnement, chez les jeunes de 15 à 17 ans, toujours selon l'enquête, la vaste majorité vont s'approvisionner auprès de la famille, des amis et des connaissances. Mais il y a aussi une source d'approvisionnement qui se fait à la SQDC, qui est surprenant parce que c'est illégal pour eux de se procurer du cannabis là-bas, et évidemment les marchés illégaux. Finalement, je vais enlever ici, voilà, la petite fenêtre. Les 15 à 17 ans, la perception du risque associé à une consommation occasionnelle de cannabis, elle est très variable. Donc, 10 pensent qu'il n'y a pas de risque, 48 évaluent que le risque est minime et 42 évaluent que le risque est de modéré à élevé. Les effets de la consommation de cannabis sur la santé mentale ont été suffisamment étudiés pour qu'on en soit maintenant à avoir des revues systématiques. Et je les ai divisés en deux grands pans. Le premier, c'est au niveau des psychoses. Donc, ici, on en est aux revues de revues. Et si on compare les utilisateurs aux non-utilisateurs de cannabis, on voit que les gens qui l'utilisent ont plus de risques d'avoir une maladie psychotique et qu'elle soit plus fréquente en termes de crise. Il y a un risque qui est dose dépendant, c'est-à-dire que plus les gens consomment du cannabis, plus les risques sont élevés. Et on voit aussi que chez les utilisateurs de cannabis, le début de maladie psychotique est plus précoce. Ceci étant, les risques de psychose restent relativement peu élevés dans la population. Donc, on parle d'environ 3 de prévalence à vie. Maintenant, au niveau des troubles de l'humeur, dépression, anxiété et des risques associés, par exemple, au suicide, ce que je montre ici, c'est le recensement de 11 études prospectives dont l'exposition au cannabis a été mesurée durant l'adolescence avant 18 ans. Et on voit ici aussi que si on compare les utilisateurs de cannabis avec ceux qui n'utilisent pas, les utilisateurs ont un risque plus élevé de développer une dépression, de l'anxiété, des idéations suicidaires et de faire des tentatives de suicide. Maintenant, ce qui est très important de comprendre dans cette littérature-là, c'est que c'est très important d'utiliser le plus possible des études longitudinales parce que le lien entre la consommation de substances et la santé mentale est souvent bidirectionnel. C'est-à-dire que les gens ont tendance à consommer parfois pour s'automédicamenter pour leurs problèmes de santé mentale. Et il y a aussi la possibilité que l'utilisation de substances dont le cannabis augmente ou aggrave des problèmes de santé mentale. Donc, en termes de méthodologie, ça complique beaucoup notre travail. On parle dans cette présentation-là des jeunes et c'est très important de spécifier que l'utilisation du cannabis chez les jeunes, l'âge a un impact. Donc, le cerveau adolescent est en développement. On a beaucoup de littérature là-dessus. C'est un développement qui se poursuit jusqu'au début de la vingtaine. Ce que ça veut dire, en gros, c'est qu'il y a deux aspects à considérer. Le THC, qui est une substance importante là, au niveau de la consommation du cannabis, va affecter les neurotransmetteurs dans le cerveau lorsqu'il est utilisé. Et on parle aussi de changements structuraux au niveau du cerveau, dans la structure elle-même du cerveau, qui peuvent perdurer lorsqu'on utilise le cannabis comme adolescent. Aussi, depuis des années, dans les produits de cannabis, on voit une augmentation de la proportion de THC. Il y a des études qui nous disent aussi que beaucoup de consommateurs ne sont pas au courant du niveau de THC qui est dans les produits qu'ils utilisent. Donc, ça, c'est aussi une composante méthodologique qui est compliquée. En général, la littérature semble dire que l'usage régulier de cannabis avant 15 ans, c'est un facteur aggravant pour la progression, entre autres, vers des troubles de consommation ou des différentes problématiques associées avec la consommation de cannabis. Donc, l'âge de 15 ans semble très important. Et c'est pour ça que plusieurs organismes, entre autres la Société canadienne de pédiatrie, ont développé toute une stratégie de prévention des méfaits où on cherche vraiment à prévenir, voire retarder l'initiation au cannabis chez les jeunes. Maintenant, on en sait quand même un peu sur les déterminants de l'initiation de l'utilisation de cannabis chez les adolescents. Donc, la première étude que je parle ici, c'est de Wellman. C'est une étude auquel j'ai participé. On a regardé des jeunes de 10 à 12 ans et on a trouvé que les facteurs associés avec l'initiation au cannabis étaient les mêmes que les facteurs, en gros, qu'on voit chez les adolescents plus vieux, donc l'âge, sexe masculin, le statut socio-économique, avoir de l'argent de poche, utiliser d'autres substances, avoir des symptômes dépressifs, être impulsif, avoir peu de surveillance de la part des parents et avoir une faible estime de soi.
Donc, ça ici, ce sont les mêmes, grosso modo, déterminants qu'on voit plus tard dans l'adolescence. Mais ce qui est important de souligner ici, c'est qu'il n'y avait pas de mesure de cannabis chez les amis. Et on se doute bien que l'utilisation de cannabis chez les amis est importante. Donc, si on regarde le peu d'études qui ont été publiées là-dessus, on observe deux choses. Premièrement, et on s'en doute, les utilisateurs de cannabis ont une plus grande probabilité d'avoir des amis qui consomment aussi du cannabis. Donc, encore une fois, ce n'est pas quelque chose qui est totalement wow, mais le problème avec ces données-là, c'est que ce sont des données pour la plupart transversales. Donc, ça ne veut rien dire sur est-ce que la question de savoir si d'avoir des amis qui consomment du cannabis, ça pousse d'autres gens à initier le cannabis. Donc, les études longitudinales, là-dessus, on en a deux qui sont relativement petites en termes de taille d'échantillon. La première nous dit qu'avoir des amis qui consomment du cannabis, ça prédit un trouble de consommation de cannabis ultérieur chez les utilisateurs et ça passe par une consommation personnelle accrue de cannabis. On a aussi une autre étude canadienne, et celle-ci, qui regarde ce qu'ils ont appelé avoir des amis avec des activités négatives. Donc, ça, c'est leur terme à eux. Qu'est-ce que ça veut dire, activité négative? Bien, ça veut dire des amis qui consomment, des amis qui ont des comportements à risque. Des fois, on peut dire des comportements délinquants. Et ça, c'est associé à non seulement l'initiation du cannabis chez les amis, mais aussi des trajectoires d'utilisation de cannabis qui ont tendance à être davantage élevées, voire chroniques. Donc, on a quand même une littérature qui supporte cette idée que l'utilisation des amis de cannabis va influencer le développement ou l'initiation du cannabis. Maintenant, dans ma présentation aujourd'hui, dans le travail qui nous intéresse, on voulait regarder spécifiquement deux processus. Le processus de l'accessibilité au cannabis. Donc, ça, c'est l'hypothèse que j'ai des amis qui consomment. Donc, autour de moi, non seulement il y a du cannabis, mais il y a des gens pour m'enseigner comment l'utiliser, et ainsi de suite. Donc, ça va me pousser à utiliser du cannabis, que ce soit pour faire comme les autres ou que ce soit par curiosité, peu importe. Donc, ça, c'est notre première hypothèse. Notre deuxième hypothèse, c'est que d'avoir des amis qui consomment du cannabis, ça va altérer la perception du risque que j'ai du produit. C'est-à-dire que si mes amis consomment et que ça se passe bien pour eux, ça a l'air plaisant, ça risque de diminuer la perception que j'ai du risque associé avec la consommation de cannabis. Donc, au niveau de ces deux hypothèses-là, pour l'accessibilité, on a déjà une étude longitudinale qui est faite sur un très grand nombre de participants aux États-Unis. Cependant, c'est une étude qui est relativement vieille, 1995-96, et ça nous dit que dans les facteurs de risque pour l'initiation au cannabis, avoir des amis qui consomment, ça plus que double le risque d'initier, et aussi d'avoir du cannabis disponible à la maison, donc une autre forme d'accessibilité. Ça aussi, ça a un impact. Et ça, c'était fait avant que le cannabis soit légal. Donc, à voir si ça s'applique de la même façon aujourd'hui. Pour la perception du risque, bien, la perception du risque est inférieure chez les utilisateurs de cannabis comparé aux non-utilisateurs. Donc, ça, c'est aussi logique. Si on utilise, c'est fort probable parce qu'on ne considère pas que le risque est très grand ou on nie tout risque. Et donc, ça ici, c'est encore une fois avec des études transversales, mais la seule étude longitudinale que j'ai trouvée, ça disait que la perception du risque, c'était un prédicteur de l'initiation. Donc, les gens qui ne trouvaient pas ça très risqué avaient plus tendance d'initier la consommation de cannabis. Cependant, c'est aussi une petite étude et c'est une étude qui était univariée, donc qui ne tenait pas compte de facteurs de confusion. Donc, on a une littérature qui n'est pas complète et qui amène à l'étude qu'on présente aujourd'hui. Donc, premièrement, on veut poursuivre ce qui a été fait dans la littérature, mais cette fois-ci avec une étude longitudinale pour vraiment bien comprendre la suite des processus. Et ce qu'on va s'intéresser à trouver, c'est premièrement, est-ce qu'il y a une association entre le fait d'avoir des amis qui consomment du cannabis et l'initiation au cannabis? Et si oui, quelle partie de cette association-là est explicable par la perception du risque et par l'accessibilité? Donc, sous l'hypothèse qu'avoir des amis qui consomment, ça diminue notre perception du risque qui augmente l'initiation, les phases d'initiation. Et sous l'hypothèse qu'avoir des amis qui consomment, ça augmente l'accessibilité au cannabis qui augmente la probabilité d'initiation.
Donc, pour ce faire, on a accès aux données de Compass. Compass est une étude prospective qui a été débutée en 2012-2013. Au début, c'était en Alberta et en Ontario. On avait un large échantillon d'écoles secondaires et on a questionné des élèves de 9 à 12e année et les questionnaires étaient faits de façon annuelle en classe. Il y a ensuite une extension de l'étude au Québec sous la direction de Slim Haddad et de Richard Bélanger. C'était dans la région de la capitale nationale et fait en collaboration avec le M3S et la santé publique de Québec. Et donc, on prend l'étude, nous, on va prendre les données québécoises. Alors, on a 11 études qui étaient participantes en 2016. De ça, dans ces 11 écoles-là, il y avait 4 661 étudiants. Et là, on a fait quelques sélections d'étudiants. Donc, au début, on a commencé en ne prenant que les étudiants de secondaire 1, 2 ou 3 pour s'assurer de pouvoir les suivre pendant 3 ans, tout le monde. Ensuite de ça, on a restreint notre échantillon analytique aux 2039 étudiants qui avaient répondu à chacune des enquêtes de 2016 à 2018. Ensuite de ça, on a restreint l'échantillon analytique aux étudiants qui n'avaient pas encore initié le cannabis parce que notre intérêt, c'est de comprendre le développement ou l'initiation du cannabis. Donc, on se retrouve avec 1768 étudiants dans l'étude. Les variables qui nous intéressent, donc les 4 variables principales, avoir des amis qui consomment. Donc, c'était fait par questionnaire. On demandait d'indiquer à quel point les amis proches fument, consomment du cannabis et on a catégorisé ça comme aucun versus quelques-uns ou plus. Donc, du moment qu'ils ont quelques amis qui consomment du cannabis, ils sont considérés comme exposés. Ensuite, l'initiation au cannabis, ça, c'est notre variable dépendante. Donc, on a demandé au cours des 12 derniers mois combien de fois as-tu consommé de la marijuana ou du cannabis et on a catégorisé ça comme jamais versus au moins une fois. Donc, dans l'année, du moment qu'ils initient, qu'ils essaient le cannabis, ils sont considérés comme des initiateurs. Finalement, on a nos deux médiateurs. Donc, le premier, c'est la perception du risque. On demandait à quel point tu crois qu'une personne qui essaie du cannabis quelquefois a des risques pour sa santé physique ou autre. Et ça, on l'a catégorisé comme risque nul et faible versus risque modéré et grand. Et finalement, l'accessibilité, on demandait, selon toi, serait-il difficile ou facile de te procurer de la marijuana ou du cannabis si tu en voulais? Donc, si l'accessibilité, elle est vraiment mesurée selon la perception de l'adolescent sur la facilité ou la difficulté de se procurer du cannabis, et ça, on n'a pas recodé, on l'a utilisé tel quel, difficile ou facile. Donc, la temporalité. Comme je disais tantôt, on a essayé d'aller au-delà de la littérature existante en utilisant des données longitudinales. On y est allé avec ce qui était disponible dans le jeu de données. Donc, on a regardé les amis qui consomment du cannabis en 2017. Et ensuite, dans l'année suivante, on a regardé combien de gens initiaient le cannabis en 2018. Donc, chaque participant qui est un non-utilisateur de cannabis en 2017, on regarde s'il rapporte avoir des amis qui consomment du cannabis en 2017. Et ensuite, on le suit pendant 1 an et on regarde si en 2018, il a ou non développé, initié l'utilisation du cannabis. Donc, ça, c'est la portion longitudinale. Maintenant, la perception du risque et l'accessibilité, qui sont nos 2 médiateurs d'intérêt, on n'a pas pu les mesurer à d'autres moments qu'en 2017 parce que c'est comme ça. C'était à ce moment-là qu'il y a eu ces questions-là et pas à d'autres moments de l'enquête. Donc, ce que ça veut dire, c'est que nous, on doit faire l'hypothèse que même si on a mesuré les amis qui consomment du cannabis en 2017 et l'accessibilité en 2017, on fait l'hypothèse qu'il y a les amis qui consomment le cannabis. Du cannabis peut influencer, peut causer un changement dans l'accessibilité et dans la perception du risque. C'est une forte hypothèse, mais c'est une hypothèse qu'on était prêt à faire là, selon notre compréhension de la littérature. Ensuite de ça, on a des facteurs de confusion. Donc, ça, ce sont des variables qui peuvent influencer les 4 variables d'intérêt dans notre étude, telles que l'âge, le sexe, l'activité physique. Et celles-ci, on les a mesurées en 2016 pour être sûr qu'elles se passent auparavant, avant chacune des variables qui nous intéressent, et elles vont servir de variables d'ajustement dans les modèles que je vais présenter. Que sont ces facteurs de confusion potentielle-là ou ces facteurs d'ajustement? On a 4 grandes catégories: sociodémographique, l'âge, sexe et l'argent de poche.
parce que pour consommer du cannabis, idéalement, il faut pouvoir l'acheter. Les substances, donc on regarde, est-ce que les amis fument la cigarette? Est-ce qu'il y a des gens qui vapotent, pas du cannabis? Bien, ça peut être du cannabis autour, mais pour eux, on regarde s'ils vapotent à l'aide pour la cigarette, pour la nicotine. On regarde consommation d'alcool, beuverie excessive. Est-ce qu'ils sont ouverts à expérimenter avec le tabac? Donc, ça, ce sont toutes des variables reliées à l'utilisation de substances. Ensuite, on regarde aussi des variables au niveau académique. Le temps passé à faire des devoirs, est-ce qu'ils subissent ou est-ce qu'ils infligent une forme d'intimidation? L'école, est-ce qu'ils perçoivent que leur école supporte l'abstinence de substances? Les aspirations académiques au-delà de l'école secondaire? Et est-ce qu'ils perçoivent avoir un sentiment d'appartenance envers leur école? Et finalement, on a des variables d'habitude de vie, l'activité physique, le sport organisé et des activités sédentaires autres que les devoirs pour l'école. Donc ça, ce sont nos variables d'ajustement. Maintenant, comme c'est une grande étude, il y a beaucoup de variables, il y a beaucoup de valeurs manquantes. Évidemment, ça dépend d'une variable à l'autre. En moyenne, on avait à peu près 5 des valeurs manquantes dans notre jeu de données. Ceci étant, ça variait beaucoup. Dans certaines variables, comme notre médiateur accessibilité, on avait au-dessus de 50 des valeurs manquantes. Pour l'argent de poche, par exemple, c'est 26 perception du risque, 10 initiation de cannabis, c'était presque personne qui n'avait pas répondu. Donc, on ne voulait surtout pas perdre des données pour lesquelles on n'avait pas de valeur observée. Donc, on a fait de l'imputation multiple. Ça, c'est une technique qui sert à remplacer les valeurs manquantes par des valeurs qui sont évaluer ou estimer le mieux possible à partir des autres données, des autres variables dans le jeu de données. Et pour ce faire, pour faire notre imputation multiple, on est allé chercher encore plus de variables pour vraiment tenter de faire les meilleures imputations possibles. Et l'avantage de l'imputation multiple sur d'autres façons d'imputer les données, c'est que lorsque je vais vous présenter les résultats tantôt des modèles, les résultats tiennent compte de l'incertitude qui est amené par le fait d'avoir imputé des données. Donc, c'est vraiment, en ce moment, une des meilleures façons de gérer les données manquantes. Maintenant, pour vous présenter les modèles qu'on a utilisés, j'ai besoin de définir certains termes, donc je vais le faire maintenant. Les termes, je vais les définir à l'aide de la question de recherche des amis qui consomment, de l'initiation et de la perception du risque. Mais ces termes-là sont les mêmes lorsqu'on regarde la médiation par le biais de l'accessibilité. Donc, en premier lieu, on va parler de l'effet indirect. L'effet indirect, c'est l'effet qui passe des amis qui consomment, qui vient influencer la perception du risque. Donc, mon hypothèse, c'est qu'avoir des amis qui consomment diminue la perception du risque, qui va ensuite augmenter l'initiation. Donc, c'est pour ça que vous voyez les flèches en pointillé. C'est une association qui est indirecte parce qu'elle passe par la perception du risque. Ensuite, dans la flèche solide, vous avez l'effet direct. Cette fois-ci, c'est l'association entre les amis qui consomment et l'initiation, et c'est l'effet qui ne passe pas par la perception du risque, donc il va passer par d'autres processus que de changement de perception de risque. On va définir l'effet total comme la somme de l'effet direct et de l'effet indirect. Donc, ça représente toutes les façons, tous les processus qui expliquent que, selon mon hypothèse, avoir des amis qui consomment, ça augmente les probabilités d'initiation. Et le paramètre qui va particulièrement nous intéresser, c'est la proportion médiane. Pourquoi? Parce que la proportion médiane, on va prendre l'effet total et on va regarder la proportion de cet effet-là qui est expliqué par le médiateur, donc par la perception du risque dans le cas qui nous intéresse. Et ça va nous permettre de comparer entre la perception du risque et l'accessibilité, lequel explique le plus l'effet total du fait d'avoir des amis qui consomment sur l'initiation au cannabis. OK, c'est ma diapo la plus mathématique. Après, ça va s'arrêter. Je veux juste essayer de donner une intuition sur la façon qu'on a d'estimer ces effets directs et indirects-là. Donc, ça se fait en deux grandes étapes. La première étape, c'est qu'on va faire de la régression, des modèles de régression pour estimer les relations entre chacune des variables selon le jeu de données. Donc, en premier lieu, on va régresser le médiateur
sur l'exposition, donc le fait d'avoir des amis qui consomment du cannabis et les variables de confusion. Ça va nous donner les relations entre ces variables-là. Et dans un deuxième temps, on va estimer un modèle qui régresse le fait d'initier le cannabis sur l'exposition, qui est les amis qui consomment du cannabis, sur le médiateur, soit la perception, l'accessibilité, leur interaction et les variables de confusion. Donc, dans cette première étape-là, on laisse les données, dans le fond, nous mesurer les associations entre les variables d'intérêt. Dans un deuxième temps, là, on va utiliser la formule que j'ai montrée ici, l'issue potentielle imbriquée. Donc, cette formule-là a été dérivée par Samoyenko et Lefebvre. Ça se base sur la théorie des contrefactuels. Et en gros, ce que c'est la théorie des contrefactuels, c'est que ça dit mathématiquement que si supposons qu'on veut comprendre est-ce que les amis qui consomment du cannabis, ça cause le fait d'initier le cannabis, idéalement, ce qu'on voudrait, c'est comparer deux situations. Pour les mêmes individus, regarder s'ils n'avaient aucun ami qui ne consommait du cannabis versus s'il y en avait. Et on voudrait voir ensuite, contraster le fait qu'ils initient ou non le cannabis. Évidemment, ça n'existe pas d'avoir des contrefactuels dans la réalité. On ne peut pas observer deux réalités parallèles. Donc, on va se servir de mathématiques pour aller calculer en moyenne, selon les données, quels seraient ces contrefactuels-là. Je pourrais en dire davantage si vous le souhaitez dans la période des questions, mais pour l'instant, ce qui est important, c'est de savoir qu'avec l'issue potentielle imbriquée, cette formule-là, et à partir de la théorie des contrefactuels, on va être capable de proposer des définitions qui sont mesurables de l'effet total, de l'effet direct naturel et de l'effet indirect naturel. Donc, l'effet total, ce sera encore de comparer en moyenne, selon le modèle, la probabilité d'initier le cannabis si on a des amis qui consomment versus si on n'en a pas. Mais maintenant, l'effet direct naturel, donc l'effet qui ne passe pas par le médiateur, comment on va le calculer? On va fixer le médiateur à la valeur potentielle, donc à la valeur qu'il prendrait si personne n'avait des amis qui consommaient du cannabis. Donc, on le fixe, on l'enlève de l'équation et ensuite, on contraste le fait d'avoir des amis qui prennent du cannabis versus pas sur la probabilité de développer l'initiation au cannabis. Donc, ça nous permet, avec nos équations, de vraiment enlever le médiateur de l'histoire pour aller calculer l'effet direct naturel. Maintenant, pour l'effet indirect naturel, on va fixer l'exposition à des amis qui consomment. On va la forcer. On va dire, OK, tout le monde a des amis qui consomment maintenant, puis on va regarder la différence entre ceux, par exemple, qui ont une perception du risque élevé versus faible sur l'initiation au cannabis. Donc, en gros, première étape, on estime les relations entre les variables. Deuxième étape, on se sert de la mathématique des contrefactuels pour aller calculer à partir de nos estimations notre effet total, notre effet direct naturel, notre effet indirect naturel. Donc, cette méthode-là, pourquoi on l'a choisie? Il en existe plusieurs autres, mais on l'a choisie parce que nous, l'initiation au cannabis, ce n'est pas une issue rare. Et la plupart des modèles mathématiques sont développés pour les issues rares, donc des issues qui se produisent dans 5 % des cas, par exemple. Nous, notre incidence sur un an, c'est 14 %. Donc, on a ici à l'écran la définition à partir de ça, de ce qu'on va calculer, qui sont des risques, des différences de risques. Donc, on va aller s'intéresser à la différence de risque d'initiation du cannabis selon différentes modalités. Et ces différences de risque-là, on va aller calculer des intervalles de confiance autour d'eux par bootstrap. Donc, ça, c'est suffisant, je pense, pour la description du modèle. Il y a quelques hypothèses qui sont importantes de faire. Évidemment, ces modèles-là, mathématiquement, ils sont solides, mais leur interprétation à partir des données, la validité de l'interprétation dépend de plusieurs hypothèses qu'on doit faire. Entre autres, là, celles qui sont, disons, les plus importantes ou vérifiables avec les données, il faut juste s'assurer que dans notre jeu de données, théoriquement, tout le monde a une probabilité non nulle d'avoir des amis qui consomment du cannabis, d'avoir une accessibilité au cannabis. Donc, ça, je pense que c'est respecté. Ce sont des adolescents, dans le fond, d'écoles proches de Québec. Donc, tout le monde a quelque part une possibilité d'être en contact avec le cannabis. Et on prend aussi pour acquis que notre gestion du biais lié à la confusion est bien faite. Et ici, on a ajusté pour le plus grand nombre de variables intéressantes et potentiellement confondantes possibles.
On a fait certaines analyses de sensibilité. On a un petit nombre d'écoles, donc on a juste 11 écoles. Et donc, ajuster pour un échantillonnage comme par grappe pour 11 écoles, c'est compliqué parce que si on prend des modèles comme le GE, les modèles marginaux, ben, on risque d'avoir une inflation de l'erreur de type 1 parce qu'il y a trop peu d'écoles. Donc, on a essayé différentes façons de gérer ça. Le message est le même. Les résultats sont toujours significatifs, des fois plus ou moins précis. Donc, je ne présenterai que l'étude principale maintenant. Donc, voilà. Maintenant, parlons des résultats. Donc, le bout qui est intéressant. Donc, premièrement, la description de l'échantillon. Donc, je le disais tantôt, on a 1768 étudiants dans nos 11 écoles. 42 sont de sexe masculin. Ça, c'est ceux qui ont répondu. Pour l'âge, la majorité de notre échantillon se situe entre 13 et 15 ans, 12 à 15 ans plutôt, puisqu'ils sont en secondaire 1 à 3. 29 de l'échantillon en 2017 a déclaré avoir des amis proches qui consommaient du cannabis. 76 disaient qu'il serait facile pour eux de se procurer du cannabis, donc c'est quand même très élevé. Et 63 des étudiants avaient une perception que essayer le cannabis, c'est associé avec un risque moyen à élevé pour la santé ou pour d'autres considérations. Et comme je l'ai dit tantôt, 14 de ces 1768 étudiants ont initié le cannabis dans l'année subséquente. Donc, les 1768, c'était des gens qui n'avaient pas initié le cannabis en 2017. En 2018, 14 d'entre eux l'ont fait. Donc, on a eu au moins une utilisation du cannabis. Maintenant, je vais vous présenter les effets naturels, donc les fameux résultats de nos modèles qu'on a vus tantôt. Donc, on rapporte premièrement les modèles on rapporte les résultats de 2 modèles. À gauche, vous avez selon l'accessibilité. Donc, si l'accessibilité est considérée comme facile versus pas facile. Et à droite, vous avez la perception du risque. Donc, si le risque est perçu comme faible versus modéré ou élevé. Donc, quelques constatations. En premier lieu, notre hypothèse que avoir des amis qui consomment du cannabis, c'est associé avec l'initiation au cannabis. Elle semble vérifiée par les données. Je base ce commentaire-là sur le fait que l'effet total, qui a une différence de risque de 0,15, a un intervalle de confiance qui exclut la valeur nulle. Donc, ici, on semble vraiment dire que oui, avoir des amis qui consomment du cannabis, ça augmente la probabilité que les jeunes initient le cannabis. Première constatation. Deuxième constatation, dans les 2 cas, les médiateurs qu'on a considérés, donc l'accessibilité et la perception du risque, ils expliquent une partie de l'effet total. Donc, ce sont des processus qui sont vus, qui sont observés dans les données. L'accessibilité facile, c'est associé avec un plus grand risque d'initiation au cannabis. Et la perception du risque comme faible, c'est aussi associé à un plus grand risque d'initier le cannabis. Cependant, lorsqu'on les compare, l'accessibilité facile, elle explique 33 de l'association, tandis que la perception du risque faible, elle explique 16 de l'association. Donc, la proportion médiane par l'accessibilité facile est quand même plus élevée que celle expliquée par la perception du risque comme faible. Maintenant, on peut les regarder côte à côte parce qu'on est allé voir dans les données la corrélation entre l'accessibilité facile et la perception du risque faible, elle est de 3 %. Donc, une corrélation très faible. Donc, on a décidé de ne pas les regarder conjointement, mais on peut quand même comparer que la proportion médiée par l'accessibilité est beaucoup plus grande que celle par la perception du risque faible. Donc, ça, ce sont nos résultats principaux. Maintenant, si on les interprète, donc avant de les interpréter, je veux vraiment mettre l'emphase sur une limite. Donc, c'est à la fois un avantage et une limite, c'est-à-dire la temporalité de nos mesures. Donc, je vous rappelle, on a une étude longitudinale de 2016 à 2018. On a mesuré notre exposition, qui est le fait d'avoir des amis qui consomment du cannabis en 2017. L'avantage, c'est qu'on a pu regarder l'initiation au cannabis en 2018. Donc, cette partie-là est longitudinale. Cependant, nos médiateurs, on a dû les regarder à la même année que notre exposition. Donc,
Perception du risque, accessibilité, c'est mesuré en 2017, tout comme avoir des amis qui consomment du cannabis. Donc, pour pouvoir interpréter notre modèle comme on le fait aujourd'hui, il faut faire l'hypothèse que, malgré qu'ils ont été mesurés en même temps, on fait l'hypothèse que c'est l'accessibilité, que c'est d'avoir des amis qui consomment du cannabis qui explique des changements au niveau de l'accessibilité et au niveau de la perception du risque. Ceci étant, c'est des hypothèses qui sont quand même, qui ne sont pas farfelues, qu'on peut faire au niveau des données, mais c'est important de le dire dans l'interprétation. Donc, quelles sont les implications des résultats qu'on propose, puis qui restent encore à être contre-vérifiés et à être épluchés davantage? Bien, la première implication, selon moi, ça peut être difficile de convaincre un adolescent de dire, ben voilà, ne t'entoure pas d'amis qui consomment du cannabis. Le choix des amis est basé sur beaucoup de considérations et d'agir là-dessus, ça peut être plus difficile. Cependant, ce qu'on a vu, c'est que, selon les données, l'effet d'avoir des amis qui consomment du cannabis sur l'initiation au cannabis, bien, ça passe par l'accessibilité et ça passe par la perception du risque. Ça, ce sont deux processus sur lesquels il est probablement possible d'agir à l'aide d'interventions. Premièrement, pour l'accessibilité, on le sait, l'adolescence est une période d'expérimentation, de curiosité. Donc, c'est important de regarder ce qui est disponible pour les adolescents. Ça peut être dans l'environnement des amis, ça peut être à la maison. Donc, on a vu dans les médias que depuis la légalisation, parfois, il y a des produits qui traînent, il y a des enfants qui finissent par manger des bonbons au cannabis. Il y a eu plein d'histoires à ce niveau-là. Mais tout ça pour dire qu'il y a aussi une modélisation qui se fait par les parents. Mais ce qui se passe à la maison, ça va avoir un impact, entre autres, probablement sur l'accessibilité que les adolescents ont par rapport au cannabis. Donc, il y a toute une sensibilisation qui peut être faite à ce niveau-là. Il y a aussi en ligne, la consommation en ligne, c'est beaucoup plus difficile parfois à réglementer, mais c'est très important de regarder ce qui s'achète en ligne, ce qui peut s'acheter en ligne. Un peu comme on a fait pour le contrôle du tabac, il y a cette idée que les points de vente du cannabis soient loin des écoles, pas facile d'accès. Donc, je vous rappelle à ma statistique qui dit au début que je pense que c'est 20 à 30 des 15 à 17 ans qui allaient à la SQDC pour se procurer du cannabis. Donc, ça, ici, il semble avoir quelque chose de problématique. Et aussi, évidemment, de limiter tout ce qui est marketing au niveau du cannabis. Donc, il y a des lois là-dessus, mais le marketing, c'est une cible mouvante et il faut toujours s'en méfier de ce qui est fait. Donc, il y a plusieurs points comme ça qui pourraient nous aider à agir sur l'accessibilité au cannabis. La perception du risque, ça offre aussi une prise au niveau des interventions. Alors, évidemment, partager l'information sur les risques associés au cannabis. Pour moi, ce qui me semble vraiment important, c'est de véhiculer, de communiquer cette idée que consommer du cannabis à 40 ans versus à 12 ans, 15 ans, 17 ans, c'est pas la même chose en raison de ce développement-là du cerveau qui n'est pas terminé chez les plus jeunes, entre autres. Et donc, c'est important de partager, d'informer, de donner de plus d'informations qui est facile à comprendre, qui est vrai, qui est clair aux jeunes. Et ça, il y a des programmes, il y a des interventions super intéressantes qui se font et qui favorisent l'inclusion des adolescents dans le développement des interventions, mais aussi dans le partage des interventions. Donc, par exemple, Alliés des jeunes, là, qui est un programme par le CCDUS, là, qui est très intéressant, qui outille les jeunes pour s'entraider et pour être bien informés au niveau de l'utilisation du cannabis. Et finalement, et ça rejoint à la fois la perception du risque et l'accessibilité, il y a beaucoup d'interventions qui peuvent être faites pour renforcer l'autonomie des adolescents, leur sentiment de compétence, donc d'être bien informés, mais d'être capable aussi de se sentir très à l'aise, de dire non, de ne pas utiliser du cannabis sans que ça soit non plus, que ça leur coûte trop au niveau là, de leurs amitiés et tout. Donc, c'est quand même complexe, mais ce que les résultats semblent suggérer, c'est qu'il y a quand même des prises qu'on peut avoir là, au niveau de l'initiation du cannabis, qui est un processus qui peut se faire très tôt dans l'adolescence, puis qui peut se faire très rapidement sans qu'on s'en rende compte. Donc, au niveau de la recherche maintenant,
on souhaite aller plus loin avec ces données-là. Puis encore une fois, je rappelle que si vous avez des commentaires, des questions, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse moi et l'équipe aussi. Pour aller plus loin, bien, là, on a regardé l'initiation, mais l'initiation, c'est une chose. Donc, tous ceux qui initient ne vont pas nécessairement devenir des consommateurs réguliers et tous ceux qui deviennent des consommateurs réguliers ne vont pas nécessairement devenir des consommateurs problématiques. Donc, dans toute l'évolution naturelle de l'utilisation du cannabis, il y a des jalons comme ça qui vont être intéressants à regarder. Jusqu'à maintenant, on s'est cantonné à l'initiation, mais quand même une étape très importante. On veut aussi aller voir des effets spécifiques à l'âge. Donc, dans les données, on a remarqué que la perception du risque d'utilisation de cannabis, mais ça change dans le temps. Donc, elle varie, elle a tendance à s'atténuer avec le temps, probablement en raison d'avoir des amis qui consomment, différents facteurs qui sont dynamiques. Et donc, ça va être intéressant d'aller voir si ce qu'on mesure ou ce qu'on a représenté aujourd'hui, c'est vrai pour toutes les étapes, tous les âges de l'adolescence ou s'il y a des effets qui sont spécifiques à certains âges. De la même façon, on va se poser la question, est-ce qu'il y a des effets spécifiques au sexe, au genre, à l'identité sexuelle? On le sait que pour tous les jeunes LGBTQ+, il y a une consommation générale de cannabis en moyenne qui est plus élevée. Donc, on va aller voir à ce niveau-là s'il y a des trucs spécifiques à mieux comprendre. Et d'un niveau totalement méthodologique, je l'ai dit tantôt, on a regardé nos médiateurs séparément, parce qu'on avait vu qu'ils n'étaient pas très corrélés entre eux, donc on les a considérés comme indépendants. Donc, on va vouloir quand même aller vérifier si cette supposition-là qu'on a faite est bonne en les considérant de façon simultanée. Ceci étant, je suis personnellement pas très inquiète. Je pense que les résultats vont rester robustes, mais on va quand même se donner la peine de le faire. Donc, ça conclut ma présentation. On va avoir, j'espère, du temps pour la discussion. Je veux remercier les collaborateurs sur le projet, les participants de Compass, ainsi que toute l'équipe de Compass, les investigateurs, puis les gens qui s'occupent des questionnaires, donc ont été très, très aidants pour cette étude. Je voudrais donner le site web de Selfie qui donne d'informations sur ce qu'on fait là, comme groupe d'investigateurs. On est plusieurs, donc on a beaucoup d'études en cours et de résultats. Donc, je vous invite vraiment à aller voir ce qu'on fait. Et finalement, je voudrais remercier le Fonds de recherche Santé Québec qui finance là, montant, disons, pour la recherche sur cette étude-là. Donc, voilà, ça conclut ma présentation. Je vais donner ici les références. Il y en a beaucoup, mais je pourrais enlever là, mon partage d'écran si on souhaite plus discuter avec tout le monde. Merci beaucoup, Marie-Pierre. Donc, oui, on a le temps d'avoir une discussion. Donc, j'encourage les autres personnes qui ont des questions à les écrire dans le module questions et réponses au bas de l'écran. Mais j'ai déjà une question pour débuter l'échange. Donc, quelqu'un qui demande comment est-ce qu'on peut distinguer les répondants, donc les adolescents, le répondant qui subit l'influence des amis qui consomment le cannabis devant eux, du répondant, donc adolescent, qui serait l'ami qui influence les autres à consommer. Est-ce qu'il y a un rapport d'influence entre les amis qui a été évalué ou auquel vous intéressez? C'est une super bonne question. À la fois, l'avantage et le problème de Compass, c'est que l'avantage, c'est qu'il pose des questions sur un très large éventail de variables. Donc, ça va de substances, activité physique, diète, sommeil. Et donc, ça, c'est très bien pour comprendre, dans le fond, la vie du jeune. Mais ce qui est plus difficile, le défi, c'est que pour chaque variable, on ne creuse pas très loin. Donc, pour répondre à votre question, ce qu'on sait, c'est est-ce qu'ils ont des amis qui consomment du cannabis et ce qu'on sait, c'est si eux, ils utilisent du cannabis ou non. Au-delà de ça, on n'a pas d'informations à savoir, par exemple, sur la dynamique qu'il y a dans le groupe d'amis, à savoir s'il y en a qui sont plus influenceurs ou s'il y en a qui sont plus, permettez-moi le terme, suiveux. Ça, ce n'est pas des choses qu'on a. Et souvent, en fait, dans le genre de recherche qu'on fait, c'est que on a les données quantitatives qui nous permettent d'échafauder certaines hypothèses. On pourrait aller essayer de les approfondir peut-être avec des études qualitatives dans lesquelles on poserait des questions aux adolescents. Donc non, en ce moment, on n'est pas capable de répondre à cette question-là qui est très pertinente selon moi. Parfait, merci.
Tu en as glissé un mot tout à l'heure sur la légalisation, que ces données-là ont été prises avant la légalisation au Canada, en tout cas, du cannabis. Est-ce que est-ce qu'on pense que ça a eu un effet peut-être sur la perception du risque ou sur l'accessibilité, mais là, encore là, il faudrait voir. Puis aussi, je me demandais, est-ce que la diversité de produits, est-ce qu'il y a des produits de choix chez les adolescents qui vont vouloir plus essayer ou pour lesquels ils vont avoir une perception du risque différente? Oui, OK. Plusieurs questions pertinentes. Donc, la première, la légalisation. Donc, la légalisation, c'est difficile d'isoler est-ce que des changements d'utilisation du cannabis sont dus à la légalisation, mais certainement, on voit une augmentation dans la population générale, selon l'enquête québécoise, du cannabis, et ça, c'est depuis la légalisation, ils ont continué à colliger de l'information. Donc, on voit une augmentation. Mais comme je le disais en entrée, on voit une diminution chez les jeunes. Donc, c'est difficile. Dans l'étude Compass, ils ont essayé vraiment d'isoler l'effet de la légalisation. Il n'y a pas eu d'augmentation flagrante. Il y a eu des tendances, des choses, mais il n'y a rien eu de vraiment pour dire oui, on pense qu'il y a un effet de la légalisation qui vient augmenter l'utilisation de cannabis. Donc, c'est sûr que d'un autre côté, ça devient un peu malaisant à un certain moment d'utiliser des données qui sont très, très vieilles parce qu'on le sait que tout l'environnement par rapport au cannabis est en mutation, change. Je pense que tout le monde autour de nous, on perçoit qu'il y a peut-être une certaine normalisation d'utilisation du cannabis qui est en cours. De là, par exemple, à parler de quelque chose qui est mesuré et certain, c'est un pas. Mais il faut beaucoup d'études. Longtemps aussi, les études sur le cannabis, quand c'est un produit illégal, c'est plus difficile d'en faire parce que c'était illégal. Donc, les fonds n'étaient pas là, ainsi de suite. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de recherches encore à faire. Maintenant, pour la perception du risque, probablement, mais ça, je n'ai pas de données là-dessus, mais probablement que le fait que le gouvernement décide que ça devienne légal, puis qu'on voit des magasins dans la rue, ça a dû avoir une influence sur ce que les jeunes perçoivent, puis ce que la population générale perçoit. Je n'ai pas de données là-dessus, mais c'est une possibilité. Puis le problème aussi, ce qui est difficile, c'est qu'il faut isoler l'évolution de la perception des risques qui est due à la légalisation, de l'évolution de la perception des risques qui est due au fait qu'un adolescent vieillit. Donc, quand tu vieillis, il y a des considérations qui changent. Donc, ça pour dire que ce n'est pas évident à démêler. La perception du risque dans l'étude de Compass, elle est demandée une seule fois. Donc, ça serait intéressant de répéter la question pour voir s'il y a eu des changements. Mais je pense que ça met vraiment de l'avant l'importance dans ce domaine-là et dans plusieurs autres d'avoir des études longitudinales qui ont des questions fréquemment, annuellement ou même plus souvent pour vraiment prendre le pouls de ces changements-là puis pouvoir s'adapter à ça. Puis maintenant, pour le type de produits que les jeunes consomment, moi, ce que je lis, c'est de plus en plus de consommation de cannabis par vapotage, donc au détriment de l'utilisation avec des produits liés à la nicotine, donc avec des cigarettes roulées, et ainsi de suite. Donc, d'un côté, c'est bon parce qu'on ne veut pas qu'ils prennent de la nicotine. D'un autre côté, le vapotage, ce n'est pas sans risque non plus. Et aussi, c'est plus difficile de savoir qui vapote quand parce que l'odeur, c'est différent. Donc, on échange un problème contre un autre. Là, je ne suis pas en train de banaliser un ou l'autre, mais je suis en train de dire vraiment que c'est un champ de recherche dynamique qui change sans cesse, puis il faut qu'on adapte nos questions et nos analyses à ça. Parfait, merci. Il y a quelqu'un qui demande, est-ce qu'on a regardé la variable du sexe des amis? Est-ce que ça, ou c'était seulement le sexe des répondants? Juste le sexe des répondants. On n'a pas grand-chose sur la dynamique des amis, mais c'est vrai que ça pourrait être intéressant de regarder ça si on l'avait. Il y a quand même un champ de recherche relativement jeune qui s'intéresse justement au réseau d'amis, et non seulement d'avoir des questions, mais aussi d'avoir des moyens d'analyser ça. Mais ici, ce n'était pas possible, malheureusement. Parfait. Il y a quelqu'un qui fait le lien avec un programme qui existe déjà, en fait, qui peut être déployé dans les écoles secondaires, le programme hors piste. Puis, Okay. en fait, cette personne-là fait le lien avec le fait que ce programme-là vise déjà à développer des compétences, dont
là, j'essaie de paraphraser, là, dont faire face aux influences sociales puis s'affirmer devant les autres. Donc, il y a peut-être là une piste dans des choses qui se font déjà pour justement, parce que comme tu disais tantôt, on ne va pas dire aux gens de ne plus avoir d'amis qui consomment parce que ça se peut pas. Donc, voilà. Donc, il y a cette proposition-là qui est intéressante. Merci, je vais regarder. J'étais au courant d'existence générale de ces programmes-là, mais celui-là, je vais aller le lire en détail. Merci. Parfait. Puis aussi, quelqu'un qui dit il serait intéressant d'avoir des données sur le phénomène du wax pen aussi et les effets de ceux-ci sur les jeunes. Est-ce que c'est quelque chose qui a été regardé? Non. Non, pas dans cette enquête-là, à ce que je sache. Non. Parfait. Donc voilà, est-ce qu'il y avait autre chose? Non, OK, parfait. Puis en fait, une dernière question. Est-ce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps? Je réponds à quelqu'un qui dit oui, la présentation va être accessible sur le site du réseau Calaxia dans quelques jours. Donc, vous aurez accès au PowerPoint. Est-ce qu'il y avait des variables, parce qu'on a parlé au début de la présentation de la santé mentale, que c'était une préoccupation en lien avec cette thématique-là. Est-ce que dans la base de données Compass, est-ce qu'il y avait des données là-dessus pour faire des liens entre l'état de santé mentale des jeunes puis leur initiation au cannabis? Oui, bien, la réponse, dommage, il n'y en avait pas à ce moment-là. Donc, c'est un questionnaire qui est en développement, qui est en mutation d'une année à l'autre pour s'adapter justement. Et dans les 2 premières années au Québec, 2016-2017, il n'y avait pas de question de santé mentale directement, parce qu'on sait que c'est un déterminant de l'utilisation de substances chez les jeunes. Donc, on n'a pas ça, mais on a des variables reliées, donc, de savoir si le jeune est victime ou non d'intimidation. Évidemment, ce n'est pas une variable de santé mentale, mais ça va influencer la santé mentale. Mais c'est une lacune là, au niveau de l'étude. Ceci étant, dans beaucoup de travaux que moi j'ai faits ou que j'ai lus, souvent la santé mentale, évidemment, est hyper importante pour le développement d'utilisation de substances. Mais quand on regarde les déterminants très proximaux, on voit aussi beaucoup l'utilisation de substances. Donc, la santé mentale vient probablement en amont là, de l'utilisation de substances et ensuite du développement de l'utilisation de d'autres substances. Donc ça, c'est important à dire là, dans ces études-là. Puis une chose que je voudrais vraiment demander à tout le monde, là, donc ce que je vous ai présenté, c'est des résultats préliminaires. C'est des résultats qui n'ont pas fait l'examen par les pairs. C'est des résultats qui n'ont pas été non plus entérinés par tous les gens de Compass. Donc, je vous demanderai de ne pas les citer, de ne pas utiliser toutes les références que j'ai mises à l'écran, qui sont des références publiées, mais la présentation elle-même, puis les résultats que j'ai montrés à l'écran, je souhaite qu'ils ne soient pas cités parce qu'encore une fois, ils n'ont pas encore été validés par toutes les instances. Parfait, merci pour la précision. J'ai menti, je disais que c'est la dernière question. On a le temps pour une petite dernière. Non, en fait, 2 petites dernières. Est-ce que dans les données sociodémographiques, est-ce que l'origine ethnique a été considérée? Est-ce que c'était une question qui était demandée? OK, donc on n'a pas... Non, mais c'est Québec, c'est les régions autour de la ville de Québec, donc c'est pas non plus la réalité de Montréal. Donc non, c'était pas mesuré malheureusement. OK. Et puis là, la vraie dernière, là, je vous mens pas, c'est quelqu'un qui demande si j'ai bien suivi. La mesure de l'accessibilité, c'est basé sur un item uniquement. Donc, est-ce qu'on croit que ça peut être accessible facilement? Selon vous, est-ce qu'il y a une différence entre une accessibilité facilitée par les amis ou par la famille ou par la société, donc avec la SQDC, tout ça? Est-ce qu'il y a un type d'accessibilité selon toi qui fait une différence? En 1 minute. En 1 minute. Donc, oui, en effet, c'est une perception de l'accessibilité. Ça ne veut pas dire que la personne pense que c'est facile, que c'est nécessairement facile. Donc, oui, on aurait souhaité avoir davantage, donc savoir justement l'accessibilité mesurée à la maison. Moi et ça, c'est moi là, comme personne, j'ai l'impression que
L'accessibilité à la maison et l'accessibilité chez les amis, c'est vraiment deux chevaux de bataille importants dans le sens où c'est vraiment là que ça va se passer parce que 80% des jeunes disent que c'est un des endroits où ils s'approvisionnent. Mais malheureusement, on n'avait pas de données là-dessus. Et c'est là qu'il va falloir creuser probablement, soit avec des questions additionnelles ou d'autres études, mais il faut aller plus fin dans nos questionnements pour vraiment mieux comprendre. En 1 minute. C'est parfait. Donc, on arrive dans les temps. Merci vraiment beaucoup, Marie-Pierre. C'était vraiment intéressant. Puis ça donne oui, il y a encore du travail à faire, mais ça donne quand même une bonne idée de sur quoi on peut intervenir puis sur quoi se pencher dans le futur pour prévenir l'initiation du cannabis chez les jeunes. Donc, merci. Merci à tout le monde qui a participé, tout le monde qui s'est présenté ce midi au webinaire avec nous. Et je veux aussi remercier Calaxia pour leur précieuse collaboration dans l'organisation de ce webinaire. Donc, comme je disais tantôt, l'enregistrement va être sur YouTube de Calaxia et de l'Axe Santé mentale des populations et les diapos, sans nécessairement les citer, comme disait Marie-Pierre tout à l'heure, vont se retrouver sur la plateforme de Calaxia sur Internet sous peu. Donc, merci à tous et bonne journée. Merci pour l'invitation. Merci à tout le monde. Au revoir. Merci, au revoir.